Ok, on va commencer. Bon, d'abord, bonjour à tous et bienvenue dans ce Lighting Talk qui est le premier de l'année. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous de vive voix une heureuse année pleine de bonne santé et de très belles réalisations. Le thème du jour est intitulé à la découverte de Capacito JS, l'avenir du cross-platform. Le thème nous sera présenté par notre père Ézéchiel Agla, à qui j'adresse mes remerciements pour nous avoir accordé ce premier Latin Talk de l'année. Donc, sans plus tarder, le père, je vous passe la parole. Ok, juste, merci beaucoup. Donc, rebonjour à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. C'est la Donc, pêche. ok. Donc, comme l'a introduit juste, nous allons essayer de partir à la découverte je dirais pas framework, mais je parlerai d'un environnement de build pour pouvoir générer une application cross-platform. D'accord. Donc, voyez un peu Capacitor comme du Node.js. Donc, c'est pas un framework, c'est plutôt un environnement ou un écosystème qui vous facilite la génération d'applications cross-platform Android et iOS. Donc, je me présente, je m'appelle Ézéchiel, d'accord, je suis ingénieur logiciel à Atsevio en mission à JIDF, Case de France. Je suis Ionic développeur, expert pour ceux qui me connaissent déjà et Angular développeur aussi. Mentor à Open Classroom et également je suis plus ou moins actif dans l'écosystème open source de ces deux technos-là, Ionic et Angular. D'accord? Et vous pouvez me retrouver sur Twitter, GitHub, mon site personnel qui est récent et mes blogs, Angular Dev FR et Ionic Dev FR. Donc, nous entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Capacitor? D'accord. Donc, comme l'indique déjà le sous-titre, il parle de New Native Bridge for Web Apps. D'accord. Donc, c'est un pont entre votre application web et vos futures applications mobiles. Donc, généralement, quand on parle de capacitor, pour ceux qui connaissent un peu l'écosystème Ionic, ils pensent que c'est juste pour les applications Ionic, ce qui n'est pas le cas. Donc, un capacitor, il est agnostique à tous les frameworks JS. Quand je parle d'agnostique, ça veut dire qu'il est indépendant. D'accord? Donc, c'est une couche que vous rajoutez à vos applications web tant qu'elles sont développées en JavaScript. Donc, ne me demandez pas de vous montrer comment transformer une application Symfony Twig en mobile. Donc, il faut forcément qu'il y ait un point d'entrée, d'accord? Et vous allez comprendre ça tout à l'heure. Donc, quel est le problème qui est en train de résoudre Capacitor? Au départ, on avait Cordova de Apache qui fonctionne très bien jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Et qui demande généralement des mises à jour. Pour ceux qui ont fait Cordova, c'est sûr qu'il y en a qui ont galéré comme moi sur parfois des plugins et tout, d'accord? Le seul problème, c'est que Cordova ne vous permet pas d'utiliser vos applications à la fois sur le web et sur les plateformes mobiles. Parce que Cordova, il est trop orienté natif. Donc, du coup, lorsque vous avez des plugins qui sont pour Android et iOS, vous ne pourrez pas utiliser ces plugins-là pour du web. D'accord. Donc, ça, c'est déjà un problème de Cordova que j'ai eu à beaucoup rencontrer dans le passé. Ensuite, nous avons le fait qu'il y a beaucoup de changements au niveau de iOS et de Android dans les mises à jour qui viennent de temps à autre. D'accord. Je prends l'exemple très simple. Quand on est passé de Android 10, qu'ils appellent X, à Android 12, maintenant 13, il y a eu beaucoup de changements au niveau du matériel.
des permissions pour accéder, d'accord, aux fonctionnalités natives, à savoir le système de fichiers, la caméra, la galerie et tout ça. Donc, il y a eu énormément de changements. Et ça, la communauté Cordova, vu qu'elle est open source, n'arrive pas forcément à suivre. J'ai galéré sur, je dirais, 5 ou 6 applications pour pouvoir effectuer une montée en version, d'accord, de Android de 10, 11 vers 13. Parce que au moment où cette version sont sorties, Cordova a pris du retard par rapport aux mises à jour. Et donc, du coup, beaucoup d'applications étaient vraiment inutilisables. D'accord. Autre chose, les plugin système. Cocoa Pods pour iOS et Gradle pour Android. D'accord. Quand ces plugins-là évoluent, il faut à chaque fois faire des mises à jour côté Cordova. Donc, ça tourne toujours autour des soucis d'adaptation entre le natif, d'accord, et ce que Cordova propose comme plugin. Et pour finir, si tu as un plugin Cordova, il faut savoir que derrière, tu as deux langages. Tu as un langage Swift pour faire du natif iOS et un langage Kotlin ou Java pour faire du Android. Parce que le plugin, il est en natif. Donc, vous pouvez tous créer aujourd'hui des plugins Cordova si vous êtes bon en Swift et en Kotlin. Donc, sachez que vous créez la fonctionnalité de façon native propre au langage de la plateforme cible. Et ensuite, derrière, Cordova vous permet de générer, d'accord, une lib JavaScript qui pointe sur ces deux fonctionnalités natives que vous avez eu à écrire avec Swift et Kotlin. D'accord, donc c'est ça la puissance de Cordova, dont a hérité aussi un peu la logique de Capacitor. OK, on continue. Donc, toute cette problématique a mené l'équipe de Ionic à repenser la chose. D'accord. Donc, ils ont dû repenser l'écosystème des plugins, repenser également le runtime parce que, je ne l'ai pas dit, mais si vous développez des applications sur Cordova, au lancement de l'application, vous avez quand même un souci, d'accord, comment je vais appeler ça déjà, de lenteur au lancement. Vous avez une latence, d'accord, au lancement déjà. Secondo, on a un souci du temps que prend le build. Donc, pour pouvoir builder une application Cordova, vous allez patienter. Plus l'application est grosse, plus le temps de build, ça prend un petit temps. Mais si vous avez des machines puissantes, d'accord, généralement, moi, je tourne sur du MacBook 16 Go de RAM, donc moi, je ne sens pas trop. Mais quand j'étais sur un Windows avec 8 Go de RAM et tout, donc je sentais un peu ce souci de temps-là. D'accord. Et aussi la facilité d'implémenter les API natifs là. Donc, ils ont repensé à tout ça pendant quelques années. Et en 2018, la première version de Capacitor est sortie. D'accord. Au début, moi, j'étais réticent parce que le changement, vu que ça venait de sortir, ce n'était pas trop mature. Il n'y avait pas tous les plugins qu'il fallait, d'accord? Mais ils ont trouvé l'astuce pour pouvoir attirer les devs qui faisaient déjà du Cordova vers du Capacitor. Et on verra ça ensemble. Donc, Capacitor, c'est un cross-platform runtime, donc il vous permet de construire des applications cross-platform, iOS, Android, Electron et Web. Donc, ceux qui ont fait du Electron.js, vous pouvez faire parfaitement votre application web et transformer ça en application desktop. J'ai essayé par le passé, il faut des tests et ça fonctionne très bien. D'accord. Également, ils sont orientés vers les API du web. Donc, Cordova est orienté beaucoup plus vers les API natifs. D'accord. Donc, eux, ils exploitent le côté natif des plateformes-là et ils sortent maintenant une entrée plutôt JavaScript que vous allez essayer de manipuler. Eux, ici, ils se sont dit, OK, quand on a une application web déjà, je peux faire beaucoup de choses. J'ai une application web, je peux interagir avec l'appareil photo,
le système de fichiers, la galerie, même l'empreinte digitale aujourd'hui. J'ai des applications où, pour pouvoir m'authentifier, je mets l'empreinte digitale au niveau de mon smartphone et ça m'authentifie. Donc, il y a plein de trucs que déjà les applications web arrivent à interagir avec le matériel qu'on a. D'accord. Également, de nouveaux outils, d'accord, pour accélérer le développement des applications et améliorer également le développeur experience des développeurs web qui font du mobile. D'accord. Et tout ça, se sont inspirés de trois technos. TurboLinks, c'est ce qui a été créé par la boîte des HH. Souvent, j'oublie son nom. Hein. Ceux qui ont créé la plateforme Hela, pour ceux qui le connaissent sur Twitter. React Native et Cordova. Donc, React Native, l'inspiration vient beaucoup plus d'Expo. D'accord. Et Cordova, qui est l'outil de base, d'accord, que Ionic avait greffé derrière son framework pour pouvoir permettre aux applications web d'aller sur du mobile. Donc, quels sont les frameworks ou l'écosystème JavaScript qui peut se greffer à Capacitor facilement? D'accord. Donc, on a Vue.js. J'ai vu la question de français tout à l'heure. Donc, on a du Vue.js, on a du Angular, on a du React, on a du JS Vanilla, on a du Qwik, on a du Svelte. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer comme framework JavaScript, vous pouvez très facilement développer votre application web en JS et ajouter du capacitor. Mais on verra plus tard qu'il y a quelques exceptions. Parce que ma dernière expérience avec Qwik m'a fait réaliser quelque chose de très, très pertinent. Comment vous ajoutez capacitor à votre projet? Déjà, naturellement, vous devez avoir, d'accord, un package JSON dans votre projet, naturellement. Même si vous faites du vanilla, donc vous allez installer une dépendance NPM. Capacitor Core, Capacitor CLI. D'accord, donc c'est les deux qu'il faut avoir. CLI parce que vous devez avoir les lignes de commande à manipuler et le Core pour pouvoir avoir accès à tout ce qui va vous permettre de transformer votre application web en Capacitor. Ensuite, vous allez faire du npms cap init, d'accord? Et ensuite, vous allez faire du cap add iOS, Android, web ou Electron. Donc là, c'est pour que vous puissiez rajouter la plateforme que vous voulez, d'accord? À savoir la plateforme iOS, Android ou web. D'accord. Ainsi que desktop Electron. Donc, après cela, vous faites npms cap open. Donc, cap open, la commande n'est pas complète parce que lorsque vous avez vos outils de développement, vos IDE, d'accord, iOS, Xcode, Android, Android Studio, Electron, tout ça, quand vous allez faire cap open, vous indiquez quelle est la plateforme ciblée. Et en fonction de ça, il vous ouvre automatiquement l'IDE correspondant. D'accord. Ça, Cordova ne ferait pas ça. Parce que pour Cordova, lorsque tu builds et tout, après, il faut que tu ailles dans la plateforme, le dossier Android, iOS et tout ça, et que tu ouvres manuellement. Ici, ils ont essayé d'automatiser ça pour améliorer quand même l'expérience développeur. Ce que moi, j'ai beaucoup aimé de là. Donc, maintenant, nous allons voir un peu à quoi ressemble l'implémentation d'un plugin. Donc, déjà, rappelez, gardez à l'esprit que c'est le même code que vous avez écrit pour votre application web. C'est le même code que vous allez utiliser pour vos applications natives. D'accord. Donc, ici, il y a des plugins capacitors qui sont prêts à l'emploi et qui prennent en compte le fait que vous soyez sur du web, du mobile, tout ce que vous voulez. Donc, ici, c'est l'exemple du plugin de caméra. Vous voyez, très simple, très, comment dire, un code très raffiné et moins verbeux. Si je dois faire ceci avec du Cordova, voilà, je vais beaucoup écrire. D'accord. Donc, ça, c'est
un exemple de la façon dont Capacitor vous permet d'interagir avec un plugin de la caméra. D'accord. Donc, ici, vous lisez bien image.webpath. D'accord. Donc, vu que c'est une application web avec une couche capacitor, donc lui, que vous soyez sur votre téléphone ou votre ordinateur pour l'application web ou même desktop, d'accord, il va comprendre cet attribut-là et vous renvoyer le chemin qui correspond, d'accord, à votre fichier sur votre device cible. Autre plugin, ça c'est le plugin des systèmes de fichiers, file system, d'accord. Donc c'est pareil ici, c'est la création, plutôt la lecture d'un fichier, d'accord, qui se trouve dans le dossier secret test.txt. Très simple. Toujours en comparaison avec Cordova, ça sera compliqué. Déjà, avec Cordova, vous ne pouvez pas lire un fichier sur du web. Non, parce que le plugin, il interagit typiquement avec une plateforme native mobile. D'accord. Donc, iOS, Android ou Windows Phone. Vous avez également ce qui est intéressant, très pertinent. Comme je vous l'avais dit au début, j'avais une réticence en quittant Cordova pour Capacitor. Parce que je me disais, voilà, comment je fais pour utiliser mes plugins Cordova alors que Capacitor venait de commencer et tout. Donc, ils ont trouvé l'astuce. Capacitor supporte tous les plugins Cordova. Bon, la majorité, parce qu'il y a des plugins que toi-même tu peux créer et tout, qui ne sont pas forcément facilement utilisables dans un projet Capacitor. D'accord. Mais tous les plugins que moi j'ai testés jusqu'à présent sur tous mes projets sont compatibles. D'accord. Quand ça ne l'est pas, ça te dit pourquoi et ça te génère une erreur. Donc, du coup, tu peux avoir ton projet Capacitor et derrière des plugins Cordova. Mais quand tu le fais, ta philosophie, c'est que tu es condamné à être sur des plateformes mobiles, iOS, Android. Donc, dès lors que tu interagis avec les plugins Cordova plutôt, garde à l'esprit que tu ne peux pas aller sur du web. D'accord? Parce que tu auras plein de plugins qui ne vont pas fonctionner. Et là, tu peux résoudre le problème en testant. Est-ce que je vais sur du web ou est-ce que je suis sur du mobile? D'accord. Ça, je l'ai fait pour une application que je testais. Suivant la plateforme, tu utilises le plugin qu'il le faut. Donc, et comme Cordova il est très mature, il y a plein de plugins là-bas dont j'en avais besoin dans le temps et facilement, j'arrivais à interagir depuis un peu Capacitor. Capacitor également te permet, d'accord, de pouvoir avoir une rapidité dans le build et au lancement, d'accord, de l'application. Et ça, je l'ai expérimenté. Hein. Je l'ai expérimenté. On avait une solution qui s'appelait Immobila, d'accord, qui est toujours sur le store, si je ne me trompe pas, mais qui est en refonte depuis maintenant une année, qui va revenir, on l'espère en force. L'application au départ, je l'avais fait en Cordova Ionic. Ensuite, c'est la première application que j'ai migrée vers du Capacitor et j'ai gagné un temps fou dans le build déjà. Dans la taille des binaires APK ou IPA suivant la plateforme, je suis passé de, si je ne me trompe pas, hein, de 15-20 mégas à 5 ou 6 mégas. D'accord, dans le fichier généré, le binaire. Ensuite, au lancement, avec Cordova, j'avais, je dirais, avec l'œil, hein, l'œil du dev, au lancement, je dirais 2 secondes, 3 secondes. Avec Capacitor, j'avais 500 millisecondes. Vous voyez, donc j'ai gagné un temps fou au lancement de l'application. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une question de bouche à oreille, non. C'est quelque chose que j'ai expérimenté et j'ai testé. Franchement, j'étais content et émerveillé.
Donc, pour pouvoir créer vos propres plugins, vous avez la ligne de commande. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore créé de plugin Capacitor. Donc, Cordova, oui, j'ai testé. Mais Capacitor, je n'ai pas eu à créer de plugin pour ça. Parce qu'il y a une communauté assez forte, d'accord, qui est derrière ça. Et bon, pour le moment, je n'ai pas ressenti le besoin de le faire. On va parler maintenant des ressources. D'accord. On va commencer par le site de Capacitor lui-même. Donc, vous voyez, c'est un site très joli, hein, très attirant. Voilà pourquoi j'aime bien Ionic. Souvent, leurs sites de documentation sont très jolis. Donc, là, vous avez l'écosystème actuel. Bon, ça n'a pas été mis à jour hein, parce qu'il avait fait rajouter Quick et autres. Mais bon, vous avez tout ça, d'accord, qui permet d'utiliser Capacitor. Les amoureux de React, vous avez du Nest.js. Les amoureux de Vue.js, vous avez Nest. Donc, c'est pour vous montrer que c'est vraiment agnostique à la technologie que vous utilisez. D'accord. On va faire un tour vers les API. Donc, vous avez plein de trucs là. Hein. Pour ceux qui font du développement mobile, déjà, vous pouvez vous retrouver. Vous avez pas mal de plugins. D'accord. Ces plugins que vous voyez sont les plugins créés même par Ionic. Donc, c'est des plugins créés par Ionic qui sont là. Ensuite, on a les ressources de la communauté. D'accord. Donc, je vais faire ça. Bon, là, c'est le dépôt même des plugins officiellement créés par Ionic. Là, je vais rechercher ces capaciteurs et voilà. Et oui, awesome capacitor plugin. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Non, pas lui. Très bien. Donc, ça, c'est une communauté de capacitors open source qui crée des plugins qui ne retrouvent pas dans la liste officielle. Donc, par rapport à leur expérience au niveau de Cordova, assurez-moi que je suis sur le bon. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Donc, par rapport à leur expérience au niveau de Cordova, ils essayent de créer des plugins qui n'existent pas, mais que beaucoup utilisent. Par exemple, le plugin de NFC, moi, je l'ai utilisé pour une application, pour une entreprise qui fait dans la sécurité et tout. Donc, ils utilisaient les cartes NFC pour aider leurs clients dans les domaines de l'hôtellerie, de la banque et tout ça et tout. Donc, j'avais utilisé Cordova derrière pour pouvoir permettre de lire et d'écrire sur une carte NFC et tout. Donc là, maintenant, il y a le plugin capaciteur qu'ils ont développé et tout, d'accord, pour le faire. Donc ça veut dire que même en étant sur du web, je desktop et tout, je peux interagir avec. OK. Donc là, je suis à la fin de ma présentation, mais avant de passer à la phase de questions, je vais parler de l'écosystème, d'accord, des frameworks JS. Donc, vous voyez, là, on a pas mal de frameworks, là, d'accord, JavaScript ou tout ce que vous voulez. Mais il y a un problème, c'est que si vous remarquez, tous les frameworks JS n'ont pas forcément comme point d'entrée index.html. D'accord. Si vous remarquez bien, quand vous prenez Astro, quand vous prenez Quick, le point d'entrée, il n'y a pas de HTML. Si je ne me trompe pas, à moins que quelqu'un peut me dire le contraire. Pour Quick, le point d'entrée, d'accord, c'est du JS. Et après, lorsque vous buildez votre application, vous vous retrouvez avec du JSON. Or, quand je veux rajouter des capacités dans un projet pareil, Capacitor me demande de lui donner un point d'entrée HTML. Comment je fais? Comment je fais? C'était ça la problématique à résoudre. Mais il y a une astuce.
que vous connaissez certainement. C'est quoi? C'est que je transforme mon appli JavaScript, je le rends SSR. Quand je le rends SSR, automatiquement, dans mon build, j'ai un point d'entrée HTML. Et c'est ce que j'ai eu à faire quand j'ai voulu tester avec Quick. Parce qu'on m'a demandé, est-ce que c'est possible de transformer une application Quick en natif avec Capacitor? Et j'ai dit oui, bien sûr, c'est possible et tout. Je n'avais même pas encore essayé. Et je me suis dit, tiens, il ne faut pas que je vende la peau de l'eau sans l'avoir tué. Donc derrière, je suis allé faire des tests. J'ai vu que, ah, dis donc, on avait un souci, c'est qu'il n'y a pas de point d'entrée HTML. Donc, j'ai transformé l'application en SSR et paf, ça a pris. Donc, si vous avez des frameworks JS que vous utilisez qui n'ont pas de point d'entrée, d'accord, HTML, il vous sera compliqué, naturellement, ou quasi impossible, d'accord, pour pouvoir ajouter la couche capacitor. Donc, la première astuce que moi j'ai eue à l'esprit, c'est de faire du SSR. D'accord. Peut-être qu'il y a d'autres astuces que je n'ai pas encore eu à découvrir, mais c'est l'astuce qui m'a semblé la plus certaine actuellement. D'accord. Donc, ça, c'était je sais pas, un rappel ou bien une valeur ajoutée par rapport au passage pour ceux qui veulent essayer et qui vont rencontrer des problèmes. Dans tous les cas, la CLI donne l'information claire en cas d'erreur et va vous dire qu'il n'a pas trouvé de point d'entrée HTML. OK, donc là, je vous laisse la parole pour les questions. Ok, merci. Merci pour le partage. Je pense qu'on va enchaîner avec les questions. Donc, les gars, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et les poser. Je vais repartir en mode présentateur. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je vais voir si je peux quand même essayer de lancer. Si j'ai dans. Voilà, ça c'est. Bon, je ne saurais pas ce que le projet. Je vais voir. J'ai des démos ici. Ok, voilà. Ça, j'ai ça. Windows. Il y a un autre. Arnaud. Hein? Ouais, qui a levé la main. Oui, Arnaud, tu peux prendre la parole. Hello Ezekiel. Salut Arnaud. Oui, merci pour ta présentation. Bon, moi, j'ai fait aussi Ionic pendant, en tout cas, quand même un bon moment avant de switcher un peu. Et je me rappelle que dans le process de développement, là, l'expérience, c'est quoi? On a le navigateur et on inspecte, on va en mode, comment dire, en mode mobile, en fait, pour voir comment son application se comporte. Est-ce qu'avec ce qui a changé actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est toujours une page web que tu as ou bien ils te rendent peut-être, je ne sais pas, un émulateur pour avoir une expérience un peu plus mobile? Je ne sais pas. Comment ça se passe maintenant avec le Ionic et Capacitor? Ok. Donc, bon, déjà, ce que tu veux savoir, c'est qu'est-ce que Ionic est en train de rejoindre la philosophie de React Native avec l'émulateur ou bien de Flutter. Exactement. C'est quoi l'expérience de développement actuelle, quoi? Oui, donc. Non, ils ne font pas ça parce que déjà, eux, ils ne t'obligent pas à passer forcément natif. Et c'est l'une des raisons pour laquelle moi, je suis resté sur Ionic. C'est que quand tu es avec Flutter ou React Native, tu es obligé d'avoir ton émulateur, d'accord, démarré. Et l'ancien émulateur, ça bouffe beaucoup de ressources. Mais le problème, c'est que parfois, ton application n'a pas besoin d'interagir avec du natif. Je prends un exemple très simple. Je fais une application même de e-commerce. D'accord. Toute mon application est fonctionnelle sur du web. À quel moment j'ai besoin d'interagir vraiment avec le matériel
physique. D'accord. Pour accéder à l'appareil photo, d'accord, c'est vrai, j'ai besoin d'interagir avec une couche native, d'accord, mais si on prend le contexte où mon application web me permettait déjà d'ouvrir une caméra, cette application web-là sur l'ordinateur, lorsqu'il est sur le téléphone, continue de fonctionner, n'est-ce pas? Je peux toujours interagir avec la caméra et tout ça. Alors, pourquoi quand je vais passer en mode mobile, d'accord, j'aurais besoin d'interagir forcément avec un plugin? Non. C'est vrai, l'expérience utilisateur derrière peut changer, mais ma fonctionnalité est correcte et tourne toujours. D'accord. Donc, ça, c'est la philosophie que Ionic a essayé de vendre, contrairement aux deux autres. Donc, du coup, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tu démarres ton application, tu lances l'application sur le web, tu mets en place ta logique métier, tout ce que tu veux. Et après, tu peux aller maintenant voir le rendu natif quand tu seras prêt. Je complète en fait ma question en fait. C'est Oui. pour savoir un truc. Par exemple, Ok. moi j'ai essayé Oui. Native Script. Native Script, lui, te permet d'avoir, comment dire, de brancher par exemple ton téléphone Oui. et d'avoir des hot refresh. Pendant que Oui. tu implémentes des choses, tu saves en fait. Il va Oui, refresh en fait oui, tu vas l'application sur rafraîchir, ton oui. Ouais. téléphone. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça que Ionic a apporté? Si, ils avaient toujours ça. Hein. Depuis Ionic 3, ils avaient déjà ça. Hein. Oui, oui. Quand tu lances la commande c'est run device et tu mets -L pour dire live reload, il fait ça. J'ai déjà essayé ça à plusieurs reprises. Ok, super. Depuis Ionic 3, déjà, là, ils font ça. Ils font ça. Ok, Là, super. au fur et à mesure que tu travailles, tu vois que ça rafraîchit comme Native Script. En fait. D'accord. Dans tous les cas, les deux, Ionic et Native Script, là, ils se trichent entre eux. Mais Native Script, je n'ai pas eu une bonne expérience développeur avec eux. Voilà pourquoi je n'ai pas continué avec eux. Mais ils sont aussi top. Hein. D'accord, ils sont top. Surtout que tu peux utiliser du Angular ou du Vue.js derrière. Donc, c'est super. Ok. Ok. On a une deuxième question de Francel. Ouais, Francel, tu peux prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Ma question, Bonjour. ça va à l'endroit de Ionic. Donc, ma question, c'est de savoir pourquoi Ionic n'a pas beaucoup de composants d'interface utilisateur. J'ai remarqué qu'ils ont très peu de composants. Donc, je me demande, est-ce que ces composants-là qu'ils ont sur la documentation, ça couvre tous les cas de design possibles, personnalisés qu'on pourrait rencontrer? C'est ma question. Ok, Francel, merci pour ta question. Quand tu dis très peu de composants, moi, je suis surpris. Hein. Très peu pour toi, c'est combien? Moins, c'est 10, 20, 100, 500? Parce que Donc, Ionic, c'est plus de 100 composants. Hein. ah bon, ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que par rapport à ton besoin, est-ce que tu as déjà essayé d'utiliser des composants ioniques pour implémenter des maquettes et tu n'as pas pu? Bon, en vrai, j'ai pas encore commencé. Mais bon, je me suis jeté sur la partie UI component. Bon, j'ai vu, Mhm. bon, voilà, j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup comparé à d'autres. Par exemple, Quasar, tu connais Quasar? Oui, Quasar de Ouais, de Vue.js. Vue.js, oui. Donc, voilà, j'ai un peu regardé. Bon, je me suis dit, bon, je me suis demandé, est-ce que bon, ça peut couvrir un peu tous les cas de design. Donc, je ne sais pas. Mais bon, il faut que j'essaye. Je commence vraiment pour voir. Bon, déjà, moi, je n'ai pas encore eu une application où je n'ai pas pu implémenter toute la maquette avec comment dirais-je, Ionic, hein, d'accord? Je peux te prendre, je sais pas, un exemple très simple.
En fait, il y a une chose que, bon, ça c'est une application, disons, donc ça c'est l'une des dernières applications récentes sur laquelle j'ai eu à bosser. Donc, déjà, tu vas me dire que ces composants-là ne sont pas, Ok. on me regarde, ne sont pas des composants ioniques. Oui, Moi, oui, je ok. veux le Peut-être que, contraire. bon, si je peux imaginer un peu, tu as customisé avec du CSS ou bien. Justement, c'est Ok. ça, comment dirais-je, la valeur ajoutée que toi-même tu vas apporter. Parce que Ok, de base, d'accord. dans tout ce qui est écosystème UI, d'accord, Hmm. déjà à la base, Ionic, c'est un set of components. Donc, c'est un set of components qui te donne des composants. Tu as une partie qui te donne pour que tu ne remettes pas la roue, et il y a l'autre que tu utilises ta matière grise pour pouvoir le faire. D'accord. Ok, d'accord. Mais je dirais 100% de ce qui est là, tu vas Hmm. l'utiliser au besoin. D'accord. D'accord. Et Ok. notre set, ils ont ce ion item là. D'accord. Euh, Ceci par exemple, si tu Hmm. veux le faire, tu vas écrire beaucoup de CSS et de JS. Ok. Mais là, tu as un truc déjà prêt à l'utilisation. Tu vois. Ok. Donc, Donc, voilà, la base vraiment est déjà là. Donc, le reste, c'est d'ajouter toi-même du CSS pour customiser un peu, voilà, le truc. exactement, C'est exactement, ça. Ok. exactement. Tu vois. Ok, bon. Et par rapport même à ça, déjà, je suis en train de travailler sur un projet open source, libre open source, vu que j'ai eu à beaucoup faire des applications mobiles avec Ionic et tout ça. Il y a des besoins récurrents, d'accord, dont les devs ont généralement un souci avec ça, qui ne sont pas dans les composants. Autrement dit, généralement, on est amené à combiner plusieurs trucs ici pour en faire un composant final. Donc, je travaille sur une lib open source qui est presque à la fin, où il y a pas mal de composants déjà qui seront prêts à l'utilisation et qui vont éviter à ce que ceux qui ne veulent pas trop faire du style, du CSS se cassent la tête. Hmm. D'accord. Ok. Ok, bon. Parce que moi, je suis principalement un back-end, donc Oui, j'imagine. je m'intéresse aussi un peu aux interfaces. Donc, c'est pour ça que quand je tombe sur quelque chose qui n'a pas beaucoup, qui peut couvrir la majorité, bon, au moins 80% des cas, Oui, ça me ferait un peu. Ok, d'accord. Donc, il faut que, voilà, je m'améliore beaucoup en CSS alors. il n'y a Ok, pas de souci. d'accord. En tout Merci cas, beaucoup. la lib est prévue pour le premier trimestre 2024, donc Ok, quand ça sera bon là. C'est déjà, c'est ça, elle est très concluant. Donc, quand ça sera bon là, je vais communiquer autour de ça. d'accord, super. D'accord. Ok, super. D'autres questions, les gars? Bon, là, c'est le build que j'avais fait avec le Qt. Donc, Oui, là, c'est disons, c'est un projet avec un template de base de Qt. Vous voyez un peu, donc. Et tout ça, des fonctions dans Qt et tout ça, donc, ce qu'ils ont eu à gérer. Donc, vous voyez, c'est là et tout. Donc, c'est bien intéressant. fonctionnel. Bien interactif. En tout cas, moi, je me dis, s'il y a des outils qui permettent à un développeur web d'aller facilement vers du mobile, pourquoi pas? Parce que généralement, pour pouvoir faire du mobile, si c'est une grosse boîte, il n'y a pas de souci. Moi, je me dis, mieux vaut aller vers du natif. D'accord? Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui d'essayer de comparer Ionic, Flutter, React Native et tout. Non, c'est un débat inutile. Dans le sens où nos téléphones d'aujourd'hui sont des téléphones très puissants. Aujourd'hui, vous avez 6 Go de RAM, 8 Go de RAM.
vous avez presque des ordinateurs dans la main. Donc, l'utilisateur final, lui, il ne va jamais ressentir, d'accord, ces problèmes de latence ou bien ces petits détails de lenteur, tout ça. Non, c'est le dev qui, avec ses yeux, ses gros yeux-là, va commencer à voir un peu les petits coquilles et tout ça. Si vous interagissez avec des web services, il n'y a pas de souci. La responsabilité de ça, ce n'est pas le front. Si le back-end a des API qui prennent 5-10 secondes à se charger, pourquoi on accuse le développeur front? Non. Parce que le même comportement que tu auras dans l'application mobile, quand tu builds avec ces outils-là, c'est la même chose que tu auras sur le web. D'accord? Donc, généralement, dans les équipes techniques ou les relations avec les clients, quand l'application commence à lambiner et qu'on commence à tirer sur le dev mobile, tu fais du cross-platform, moi, je suis un peu réservé. Je dis non, attention. Allons déjà au noyau même du problème. OK, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a une requête qui prend du temps, qui mouline avant de renvoyer la réponse. Est-ce que ce n'est pas un problème déjà serveur? Est-ce que ce n'est pas un problème d'architecture au niveau du bac? Parce que je fais une requête. Si la requête prend 5 secondes, tu vas patienter 5 secondes sur l'application mobile. Ce n'est pas la magie. Maintenant, si ce n'est pas ce problème-là et que c'est au niveau de l'application mobile, cross-platform, qui a maintenant cette lenteur, pas de souci. Et à cet effet, j'ai fait un test. J'ai créé une application Flutter, React Native, TypeScript et Ionic. Donc, mon but, c'était quoi? Mon but, c'était de voir est-ce que c'est Ionic avec du Angular derrière, naturellement, qui est plus lent que les autres. Vous voyez un peu? Parce que le problème de beaucoup de personnes, c'est les interactions avec les API. J'ai testé. Je vous rassure que c'est le même temps. Fais un call dans Flutter, API. Utilisez un fetch ou un Axio dans React Native et aller faire du HTTP client Angular, les gars, c'est la même chose. Donc, si votre application est lente entre les appels d'API ou bien faire un call et mettre à jour une information, ce n'est pas forcément un souci lié à l'application mobile. Allez investiguer pour voir comment l'API en temps normal répond. D'accord. Un exemple très simple. Hein. Je vous ai montré, ça c'est une étude de cas. Ceci. Cette application que vous voyez interagit derrière avec une base de données de 2 millions d'entreprises. D'accord. Donc, quand vous venez ici, vous voyez que là, j'ai la carte de France, d'accord, qui est bien interactif. Même si je crois que le design ici a évolué en temps, mais il y a toujours la carte de France là. Il faut à chaque fois récupérer pas mal d'entreprises suivant la région. D'accord. Et actuellement, c'est un casse-tête pour nous parce que ça prend du temps de mouliner avec 2 millions d'entreprises pour rechercher les trucs là. Donc, côté bac, les bacs, ils font de leur mieux pour rendre l'application davantage rapide. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que le problème, c'est de mon côté. Non. C'est que le temps de réponse, d'accord, il est énorme parce qu'il y a trop d'opérations qui s'effectuent avec les critères et tout, d'accord, pour pouvoir récupérer le nombre. Donc, ça, c'est un cas typique. Ça ne veut pas dire que l'application est lente, nullement. Vous voyez un peu. Donc, voilà pourquoi ce genre de débat de comparaison, là, moi, je rentre. Je vois. Il y a un autre qui avait levé la main. Oui, Arnaud, vas-y. Oui, en fait, moi, je veux en fait ton retour d'expérience. Je veux te demander si tu as testé quelque chose. Ionic, en fait, c'est un framework cross-platform. OK? Donc, Oui. normalement, en fait, tu devrais pouvoir faire une application web, c'est-à-dire une application qui sera utilisée dans le web, avec la même base de code. Tu devras pouvoir avoir une application mobile et une application aussi, bon, si tu veux, desktop. Est-ce que tu Oui. as déjà essayé ça? Est-ce que l'expérience pour gérer tout ça là, est-ce que c'est easy avec Ionic? Parce qu'il y a aussi d'autres frameworks qui font la même promesse, mais Ok. derrière l'expérience développeur n'est pas forcément, voilà.
un Ok, casse-tête pour gérer certaines choses sur certaines plateformes. je vois. Bon, déjà, on va, en fait, parce qu'il y a cette confusion qu'on a peut-être tous eu par le passé. Je viendrai ici. Qu'est-ce que vous lisez ici déjà? An open source mobile UI toolkit for building modern app. De base, Ionic, c'est un set of components. Donc, en fait, quand les gens disent qu'ils font du cross-platform avec Ionic, c'est pas que c'est Ionic, d'accord, qui vous donne directement cette puissance-là. Non, parce que Ionic derrière a besoin d'une couche supplémentaire pour que vous passiez cross-platform. Je ne sais pas comment ça se passe avec les autres React et React Native et autres, mais ici, gardez déjà à l'esprit que Ionic, c'est un set of components, tout simplement. Maintenant, si tu veux passer, d'accord, cross-platform, tu as le choix entre Cordova et Capacitor. D'accord. Donc, Cordova, lui, il te donne les trois plateformes, web, iOS et Android. Le problème, c'est que tous les plugins ne marchent pas sur du web. Capacitor t'offre les trois et il te dit que peu importe dans quel écosystème lié à la plateforme tu es, ça fonctionne. Donc, l'expérience que moi j'ai eue du cross-platform, ça marche très bien. J'ai pris Capacitor combiné avec Ionic. J'ai fait Immobila. Premièrement, je suis parti sur du mobile et après, j'ai sorti la version web PWA. D'accord? Et je n'ai pas eu de soucis, personnellement. Mais avec Cordova, je savais que j'étais mort à l'avance. C'était cuit pour moi. Voilà pourquoi j'ai fait une refonte complète de Immobila Cordova avec Capacitor pour pouvoir passer en cross-platform. Et ça marche très bien. Donc, il ne faut pas déjà directement tirer sur Ionic. Ionic, il a mis en place un écosystème. D'accord? Et il te dit, voilà les UI. Ces UI qui t'offrent, c'est quoi? C'est des composants, d'accord, qui sont mobile first. Tu vois un peu qui sont mobile first. Et donc, du coup, derrière, moi, je trouve même plus pertinent d'aller vers du PWA. Parce que c'est ce que le PWA essaie de nous vendre aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est la couche derrière. Demain, peut-être, il y aura une autre couche qui va te dire, voilà, je peux également te permettre de passer cross-platform. Mais je ne pense pas que c'est pareil par rapport aux autres outils, aux autres frameworks, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, non? Ok, oui, j'ai compris. Bon, en fait, ma question était plus orientée. C'est quoi l'expérience développeur, en fait? C'est-à-dire, le besoin, en fait, pour le produit, c'est d'avoir une application web, OK. une application mobile, mais Oui, avec la même base de code. Parce que, en fait, c'est ça, en fait, l'avantage c'est d'utiliser ces ça. frameworks-là, d'aller Oui, d'une seule et même base de code pour aller shipper, en fait, des applications pour ces plateformes-là, le web, le mobile. oui, Selon, avec ton expérience, tu as dit que tu as déjà eu à faire ça. C'est oui. quoi, est-ce qu'il y a eu des challenges particuliers par rapport à l'implémentation d'une fonctionnalité sur sur du mobile et sur la même fonctionnalité sur du mobile et du web? Qu'est-ce qui a été challengeant sur une plateforme particulière? C'est vraiment la question que je posais, quoi. OK, d'accord, je comprends mieux. Bon, le premier challenge que moi j'ai eu, c'est par rapport aux notifications push. Parce que de base, c'est FCM, Fire Baseline Messaging, que j'utilise. Et le souci, c'est que pour pouvoir l'utiliser sur du web, ça a été galère pour moi, personnellement. Parce que déjà, j'allais sur du PWA. Et PWA, iOS, apparemment, Apple, lui, il n'aime pas entendre ça. Donc, du coup, quand tu es dans ce mode-là, il y a beaucoup de features que tu perds au niveau de iOS. D'accord. Donc, ça a été vraiment un casse-tête pour moi. Ensuite, j'avais deux ou trois plugins Cordova dans mon projet mobile.
Mais là, j'ai pu gérer ça, comme je le disais dans la présentation, en testant si je suis sur du web ou du mobile. D'accord? Parce qu'on a un objet plateforme, d'accord, qui te permet de tester Ease, c'est, je sais pas, Material Design, Android, iOS ou web. Et suivant ce cas maintenant, j'arrive à gérer, d'accord, les disparités entre les plateformes, en fait. Tu vois. Mais j'ai pas vraiment eu de très gros challenges quasi impossibles à résoudre, quoi. Ok, ok, je vois. Moi, j'avoue que ça a été un peu une peur pour moi parce que, en fait, Mhm. déjà même gérer, j'ai fait un peu Ionic et gérer juste les petites différences entre iOS et Android. Il y a Oui, certaines fonctionnalités qui ne marchent pas de la même manière sur les deux plateformes-là. Bon, c'est vrai que pendant que je faisais ça, c'était pas oui. forcément bien outillé et c'était un peu un challenge pour moi. Mais donc, ton explication m'a réconforté en fait. Ok. Bon, c'est vrai que si tu as commencé avec Ionic 3, tu as certainement galéré. Oui, oui, Parce que oui. voilà, tu as certainement galéré. Mais au fur et à mesure, ils ont évolué, ils ont essayé quand même d'optimiser les choses et tout. D'accord. Mais moi, j'ai déjà fait de grosses applications avec Ionic, hein. Applications de type VTC, Uber et tout ça. C'est vrai qu'après, les boîtes derrière n'ont pas pu faire la promotion des produits là. Mais c'était de bons challenges. Ça marchait bien, plus ou moins, avec un peu de mal, mais bon. C'est pour dire que en fait, je ne vois la limite, c'est la maîtrise, d'accord, de ce que tu fais ou l'état matière grise, quoi. D'accord, donc, et il y a même une étude de cas sur le site de Ionic où c'était dans une boîte, il y avait une équipe React Native et une équipe Ionic et ils ont essayé de comparer les performances et ça s'est avéré que l'application React Native était moins performante que l'application Ionic. Ça ne veut pas dire que les développeurs ou les frameworks sont meilleurs les uns par rapport aux autres. Non, ça veut juste dire que la façon dont le, le projet a été développé depuis l'architecture de base, d'accord, a été biaisé ou autre. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a tellement de raisons, d'accord, de penser qu'un tel framework est mieux ou bien est moins performant que d'autres. Alors que le plus important, c'est de voir est-ce que vous respectez les bonnes pratiques, est-ce que vous faites bien les choses et tout. Mais les comparaisons juste pour tirer les uns sur les autres, là, franchement, moi, je trouve ça inutile. Je ne sais pas si vous connaissez SWOT-Kit, cette application-là. Ça, c'est une application typiquement Ionic Capacitor, hein. Et je crois que il est dans le top 3 sur les stores. Donc, les devs qui ont bossé sur ça, c'est les devs que je connais bien sur Twitter, que je suis là. Ça, c'est du Ionic Capacitor que vous voyez. D'accord, 5 millions de téléchargements. Qu'est-ce qu'il a envie avec une application React Native si ça fait l'affaire? Donc, tout dépend de comment chacun met en place son architecture et comment chacun code, quoi, tout simplement. Et je- Il y a, avant de juste, je te demande, est-ce que je peux encore poser une question ou bien il y a des gens qui sont dans la ouais, il y salle? a des, bon, bon, pose ta question rapidement et le père va essayer d'y répondre aussi rapidement et puis on enchaîne. Ok, allez-y, hein, posez vos questions, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour Bon, moi, discuter. c'est une question pas forcément liée à Ionic Capacitor, hein. Ok, Je ne vas-y. sais pas si tu vois un peu On peut l'émergence. ramener. Oui, Oh, vas-y, je comme sais tu as pas si commencé. tu vois un peu l'émergence des outils no-code aujourd'hui. Et par exemple, moi, j'ai testé dernièrement un outil Bravo Studio, je ne sais pas si tu connais. Et Hmm, en fait, bon, ils sont en train d'évoluer un peu, hein. Et ce qu'on peut faire, par exemple, on peut passer
C'est vrai qu'ils ne sont pas arrivés au stade où on fait des choses vraiment extraordinaires. Mais par exemple, juste un CRUD, en fait, un CRUD, déjà avec Bravo Studio, tu peux faire ça. Et c'est quoi, en fait, comment ça fonctionne? Tu as ta maquette euh, dans Figma et en gros, tous tes éléments, en fait, que tu veux voir, par exemple, un bouton, en fait, ils ont, comment dire, dans le nom, en fait, que tu donnes sur Figma, en fait, il y a, comment dire, il y a une nomenclature que tu dois respecter pour que ça devienne un bouton chez eux, pour que ça devienne un élément qui va interagir avec la caméra et tout ça, tout ça. Et en Ok. fait, ils arrivent quand même à faire des choses intéressantes. Un CRUD, eux, ils le gèrent correctement. Ils te permettent d'interagir avec Firebase, avec, j'ai oublié, Airtable, avec plein de d'autres. Tu peux même avoir ta propre base de données avec les l'API et tu mets les routes, en fait, qui doivent naviguer vers telle action, tout et tout. La question, c'est qu'est-ce que tu penses de ça? Et est-ce que tu ne penses pas que ça va venir un peu bousculer, si ça évolue, bien sûr, est-ce que Mhm. ça va pas venir bousculer un peu les frameworks Ionic et les autres frameworks cross-platform? Bon, déjà, c'est bien du no-code là. Franchement, moi, j'aime bien parce que du moment où ça répond aux besoins, tous les produits n'ont pas besoin d'être développés from scratch avec des lignes de code. Non, mais si tu as un outil qui te permet de le faire, le plus important pour ceux qui vont faire du no-code là, c'est d'avoir des produits rapidement et d'aller tester le marché. D'accord. Mais le problème, c'est que les no-code ont toujours existé. D'accord. Je prends par exemple, les applications Android natives. D'accord. En 2017, moi, j'ai testé ceci. J'ai testé MIT. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Hein. Ceci, par exemple. Lui, il te permet de créer des applications Android hein, en faisant tout ce que tu as dit là. Web service, brancher, plein de trucs. Et je suis sûr que ce n'est pas le seul outil qui existe. Mais si ces outils-là ont toujours existé et que les développeurs qui font du code et tout ça, qui font dans le code, continuent de susciter, ça veut dire que le besoin n'est pas pleinement rempli. Tu vois. Donc, remplacer, c'est pas évident. Pourquoi? Je le dis. Peut-être pour un environnement startup, pour quelqu'un qui est en train de vouloir développer un produit et tout, il prend ça, il va vite et tout. Mais pour les grosses applications ou bien des besoins métiers, ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas se fier à ces outils-là parce que d'une part, ils ont besoin des trucs peut-être custom ou il faut forcément qu'ils aient la main, d'accord, dans le projet. Autre chose également, c'est la sécurité que t'offrent ces plateformes-là. Ton code source, en fin de compte, là, ton code source, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est stocké? Anno. Bon, avec Bravo Studio, ce que je sais, c'est que Oui. pour un projet, ils font du cross-platform, OK. Android et iOS. Pour Mhm. Android, c'est du Kotlin qu'ils génèrent. Pour toute la iOS, évidemment, c'est Swift. Maintenant, OK. ce que eux, ils disent pour l'instant, c'est que après, je n'ai pas vérifié actuellement, hein, mais quand je Mhm. vérifiais, en fait, c'est que ils ne te donnent pas accès tout de suite au code source. Ce qui te permet, c'est de générer les APK et ils t'aident même jusqu'à la publication sur les stores. Peut-être OK. Vous avez vu qu'après, que ils vont rendre ça payant en fait pour te donner accès à fait, au code. Voilà. voilà. Et le problème, c'est que tout le monde ne va pas vouloir que quelqu'un ait une partie. Parce que même si tu payes pour avoir accès au code source, ils ont forcément une copie chez eux. Qu'est-ce qui te garantit que ton code ne sera pas utilisé à d'autres fins déjà? Bon, Parce que ça, je ne peux pas répondre à leur place. Donc, voilà. Parce que
pourquoi les gens veulent toujours aller from scratch, c'est-à-dire avoir la main sur le code? C'est déjà dans un premier temps parce qu'ils se disent que voilà, le code, c'est ma propriété, premièrement. Secondo, j'ai envie de faire des trucs custom, j'ai accès au code source. D'accord. Moi au début, hein, avant, je ne voyais pas trop l'importance que les boîtes ont à beaucoup s'intéresser à leur code source, c'est-à-dire à conserver ou bien à sécuriser leur code source. C'est quand je suis arrivé, j'ai commencé ma mission à Grâce de France que j'ai vu que mais le code source, là, on ne s'amuse pas avec. Tu vois, parce que c'est des gars, tout ce qui entre, c'est-à-dire tout ce qui entre dans le réseau local qui vient de l'extérieur, tout est filtré. Tu vois. Et c'est pareil certainement pour toutes les autres entreprises à grande taille et tout ça. Donc, ils sont très hostiles à des outils qui vont leur permettre de générer des applications et derrière avoir une partie de leur code source ailleurs et tout ça. Franchement, ils sont pas très ils n'ont pas vraiment une confiance envers ces outils-là. Tu vois un peu. Maintenant, si c'est pour une startup, comme je l'ai dit, quelqu'un qui veut lancer son produit rapidement, là, il n'y a pas de souci. Mais remplacer le développeur qu'on connaît de façon standard, c'est pas évident. Et par rapport à ça, je voulais te montrer OutSystems qui a racheté Ionic. Donc, Ionic, ce n'est plus les gars qui étaient derrière qui sont derrière ça. Ils ont vendu ça à ces gars-là. Et eux, ils font dans du low-code, pour ne même pas dire du no-code au fait. Tu vois. Et ils font exactement ce que tu as dit là. Parce que j'ai vu un peu comment ils gèrent le truc et tout ça. Mais malgré que ces gars-là existent, ils ont toujours existé. D'accord? Il y a quand même toujours des développeurs mobiles qui existent. Tu vois. Donc, ces outils-là, ils ont leur contexte, ils ont leur cas d'utilisation, mais ils ne peuvent pas remplacer forcément le développeur. Ça marche. Bon, il y avait Jonathan qui avait posé une petite question. Il Oui. demandait quelle est la courbe d'apprentissage de Ionic. OK. Cours d'apprentissage. Si je prends mon expérience, moi, je l'ai appris sur le tas. Et tout va dépendre. Hein. En fait, ce n'est pas Ionic le problème. C'est l'outil, c'est le langage ou le framework que tu veux utiliser derrière. Est-ce que tu maîtrises déjà l'un des frameworks de l'écosystème? Si oui, Ionic, comme je te l'ai dit, c'est des composants. Et toute la logique métier, c'est le framework que tu décides de coupler avec. C'est comme si tu me demandais quelle est la courbe d'apprentissage de Bootstrap. Je te dirais, si tu connais le CSS et que tu lis la documentation, ça ira. Tu vois. Parce que ici, il ne faut pas oublier que c'est le framework que tu décides d'utiliser derrière, d'accord, qui va te garantir ce que tu veux faire. Moi, je fais du Angular. Donc, du coup, quand je crée un projet unique Angular, je me retrouve dans un projet Angular. Quand tu vas créer ton projet Ionic Vue, tu vas te retrouver. Quand tu vas créer Ionic React, ça sera pareil. D'accord. Donc, tout dépend de l'outil avec lequel tu veux y aller. Donc, vous voyez, ça, c'est Vue.js, template, script. C'est du Vue. C'est pas du Ionic Vue. En réalité, c'est du Vue. Sauf qu'à l'intérieur, les composants, c'est des composants Ionic. Donc, Ion, ITM, tout ça. Donc, ça, c'est du HTML classique, quoi. Tout simplement. Ok, ça marche. Il y avait Il y a Fayomi qui a il est parti. Horace. On dirait. Okay. Moi, j'ai une petite question. Oui. On va peut-être terminer la séance avec. Bon, vous avez fait Cordova et bien sûr Capacitor aussi. Donc, je voulais savoir, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gagne à rester sur du Cordova si on sait qu'il y a Capacitor?
Ce qu'on gagne en premier temps, c'est la maturité. Tu vois, dans quel sens? Dans le sens où tu as beaucoup de plugins Cordova qui ne sont pas encore capacitants. Donc, du coup, si tu veux entamer un projet, il faut que tu aies déjà une visibilité sur surtout les interactions natives. C'est ce que moi j'ai étudié en premier. J'étudie d'abord tout ce qui est rapport avec les interactions natives. C'est par rapport à ça maintenant que je décide d'aller vers du codeur de capacité. D'accord. Aujourd'hui, à GLDF, les applications mobiles sur lesquelles plutôt Masquerade travaille, c'est du Cordova. Tu vois un peu. C'est du Cordova et tout parce que bon, ça répond pleinement à leurs besoins. Mais demain, s'ils ont une application et que Capacitor fait, déjà, d'ailleurs même, on a fait un essai, on a fait un POC pour une des applications Capacitor et tout, et ça répondait bien et tout. Mais il y avait un souci au niveau de la customisation d'un plugin qui était plus facile en Cordova qu'en Capacitor. Donc, pendant le POC, là, on a switché. Tu vois, donc tout dépend du besoin. Je vois. D'accord. Ok. Je pense que on va pouvoir terminer la séance. Parce que Donc, déjà, merci beaucoup, le père. c'est du Cordova, hein, ça. C'est pas du capacitor. Ouais, Hein. je pense que... Ça, c'est du Cordova. D'accord. Mais j'ai d'autres qui sont là, capacitor. Donc, c'est suivant le besoin que moi, je décide de ce que je vais choisir ou pas, tout simplement. Ok, ça marche. Merci beaucoup, le père, et merci à tous les participants. On va pouvoir terminer la séance. Un plaisir. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, le père. Bon, pas grand-chose. Hein. Je vous remercie pour votre présence et tout. Donc, n'hésitez pas à tester quand même ces outils-là. Comme moi, j'aime beaucoup tester les choses pour voir un peu ce qui m'arrange. Parce que la finalité, c'est d'avoir un produit, mais c'est également de pouvoir aller vite et de rapidement faire de l'argent. Donc, les développeurs qui sont trop orientés techniques, là, aujourd'hui, c'est le rapport, quand on dit qualité, prendre griffe, quoi. Donc, rapidement aller sur le marché, utiliser un outil qu'on maîtrise, ne pas forcément réinventer la roue et essayer également de réduire les coûts, un peu les coûts liés au développement et tout ça. Donc, quand vous avez des outils comme ça, à nous à tester du no-code, c'est très bien. Moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas un développeur carré. Non. S'il y a un outil qui te permet d'aller plus vite et d'avoir le bon produit, ce que tu attends, pour moi, il n'y a pas de souci. Pourvu que demain, tu sois capable de maintenir et de continuer à travailler avec. Donc, c'est tout ce que je vais dire pour ajouter. D'accord, merci beaucoup. Plaisir pour merci moi. À tous. Merci à tous et on se dit bon week-end et au prochain Lightning Talk. Merci beaucoup et passez un très bon week-end aussi. La présentation sera certainement partagée dans le groupe JS Mailing pour ceux qui veulent le reparcourir. Contre Petit Momo, pour aider, pour aider le broc que je suis à acheter des bougies pour se réchauffer. Ne vous inquiétez pas. Ok, pas de souci. Je vais partager la présentation dans le groupe. Là. D'accord, merci.